Merci. Donc oui, je vais vous montrer comment on peut utiliser le model checking pour détecter les virus. Donc le nombre de nouveaux virus excède les 75 millions vers la fin de 2011 et il est en train de croître. Et par exemple, le nombre de virus qui a produit des incidents en 2010 est plus de 1,5 billion. Par exemple, le worm MyDoom, il a diminué donc l'accès à Internet par 10% en 2004. Et un autre exemple, c'est qu'il y a eu un accident de vol d'un vol Spanner en 2008. Et donc cet accident-là était dû au fait que le contrôleur de l'avion était infecté par un virus. Et donc, la détection de virus est très importante. Vous allez me dire, oui, mais il y a des antivirus pour ça. Effectivement, mais ces antivirus, les antivirus classiques donc, que vous utilisez, ils sont basés sur deux techniques principales. Et ces techniques-là, elles ont des limitations. Alors la première technique que les antivirus utilisent, c'est ce qu'on appelle par la signature matching. Alors c'est quoi la signature? Donc c'est quoi la signature matching? C'est que chaque virus a une signature qui est un syntaxique, qui est une séquence de bits, d'accord? Et donc l'ensemble des virus qui sont connus, donc chaque virus a une signature, et donc chaque antivirus il a une database. Une base de données de signatures des virus qui sont connus. Et donc si un nouveau programme arrive, il va essayer de voir s'il contient une des signatures qu'il a dans sa base de données. S'il en contient un, il dit attention, c'est un virus. S'il n'en contient aucune signature, il dit c'est un programme safe. D'accord? Alors seulement cette technique-là, elle est très simple à contourner. D'accord? Pourquoi? Parce que vous prenez un virus, c'est très simple de jouer, par exemple, vous renommez les variables, vous réordonnez le code, vous rajoutez des NOP instructions, vous rajoutez des push et des pop de manière qui vont faire rien du tout. Et donc c'est très simple de changer la syntaxe du programme tout en gardant le même comportement. Et donc les écrivains de virus, ils connaissent tout ça, et donc ils sont tout le temps en train d'updater leurs virus pour les rendre indétectables par les antivirus. Parce que si vous changez la signature, donc si vous changez un peu la syntaxe du programme, du virus, tout en gardant le même comportement, eh ben, il ne va pas être détecté, donc il va changer sa signature, et donc il ne va pas être détecté par les antivirus existants. Parce que sa signature ne sera pas dans la database. D'accord ? Voilà, donc ça c'est la limitation de cette technique-là qui est fréquemment utilisée. D'ailleurs, sur vos ordinateurs, vous avez toujours update your database, n'est-ce pas? Et donc ça, c'est pourquoi? C'est pour ajouter de nouvelles signatures. D'accord? Alors, la nouvelle technique qui est utilisée par les antivirus, c'est ce qu'on appelle la code emulation, c'est-à-dire le nouveau programme qui a un exécutable, d'accord? Et donc c'est un programme binaire. Il s'agit de l'exécuter dans un environnement virtuel. Et donc, vous imaginez bien que la limitation de cette technique, c'est qu'elle ne permet de checker le comportement du programme que dans un intervalle de temps très limité. D'accord? Donc ça ne permet pas d'être sûr que le programme n'est pas un virus. Et donc, ce qu'il nous faut pour avoir des techniques robustes, donc vous voyez bien que les antivirus existants maintenant ne sont pas robustes. Donc ce qu'il nous faut pour avoir des techniques robustes, c'est d'analyser le comportement, pas la syntaxe du programme, et sans l'exécuter comme le font les antivirus existants. Et donc pour ce faire, le model checking, c'est un bon candidat. Pourquoi? Parce que le model checking, par définition, qu'est-ce qu'il permet de faire? Il permet d'analyser les programmes et les systèmes sans les exécuter. Et donc, c'est ce qu'on propose de faire dans notre approche, c'est d'utiliser le model checking pour la malware detection. Et donc là, je me mets en mode model checking. Donc, pour ce faire, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, étant donné un malware, c'est quoi? C'est un exécutable, c'est-à-dire un code binaire. Donc, pour ce faire, ce qu'il faut qu'on fasse, c'est de savoir si un code binaire, si un code binaire satisfait un certain comportement malicieux. D'accord? Et donc, pour ce faire, première chose à faire, c'est de trouver un bon modèle qui va modéliser le code binaire et de trouver un bon formalisme de spécification pour spécifier de manière précise les comportements malicieux. Alors, on n'est pas les premiers à proposer d'utiliser le model checking pour la malware detection. Il y a eu des travaux avant nous. Sauf que tous ces travaux-là, ils vont utiliser les finite automata
donc les automates finis, ayant un nombre fini d'états, pour modéliser le code binaire. Seulement, ça, c'est pas suffisant parce que c'est pas assez précis. Pourquoi? Parce que les automates finis, donc ils ont un nombre fini d'états et donc ils ne permettent pas de garder la pile du programme. D'accord? Donc ils ne permettent pas d'analyser et de sauvegarder la pile. Sauf que la pile, elle est très importante pour les malwares, pour la malware detection. Pourquoi? Parce qu'en général, les malwares, comment ils vont faire des comportements malicieux? Ils vont appeler des fonctions de l'operating system. D'accord? Et les antivirus, ils vont déterminer si un programme, c'est un malware ou pas, en regardant les appels qu'il fait à l'operating system. Et les écrivains de virus, ils connaissent tout ça. Et donc, ils connaissent que les antivirus, ils vont voir les appels qu'il fait à l'operating system. Et donc, ce qu'ils vont faire, les écrivains de virus, ils vont essayer de cacher les appels de fonctions qu'ils font. Alors, comment ils font ça? Donc ici, il y a un appel de procédure normal. Et là, c'est le code équivalent à ce code-là, mais où l'appel, il est caché. Alors, je vous explique tout ça. Donc, pendant l'exécution, donc on regarde le code normal, l'appel normal. Donc, pendant l'exécution de cet appel-là, donc on arrive ici à L0. Qu'est-ce qui se passe pendant l'exécution? Quand il y a un call F, donc qu'est-ce qu'on va faire? La première chose à faire, c'est d'empiler l'adresse de retour L1, pour qu'on sache que quand la fonction f termine, eh ben, voilà où on doit retourner, à L1. Et ensuite, on va sauter, on va aller au point d'entrée de la fonction f. C'est-à-dire, si on va changer le call f par un push L1 et un jump à f, on obtient un code qui est exactement équivalent à celui-là, mais où il n'y a pas de call. Donc, le code, il a été caché, d'accord, tout en gardant le même comportement. D'accord? Et donc, vous voyez bien que pour analyser ce bout de code-là, on a besoin de la pile. C'est très important. Et donc, notre solution pour pouvoir garder la pile, c'est, au lieu d'utiliser les automates finis pour modéliser les programmes, c'est d'utiliser les automates à pile, les push-down systems. C'est quoi les automates à pile? C'est tout simplement un automate avec une pile. Donc, où on peut faire des push, des pop, et on peut consulter la tête de pile. D'accord? Et donc, c'est ce qu'on propose de faire, c'est de modéliser notre programme binaire par un automate à pile. D'accord? Maintenant, ce qu'il nous reste à faire, c'est de trouver un bon formalisme de spécification pour représenter les malicious behaviors. Alors, comment on va faire ça? Eh bien, pour ce faire, je vais vous montrer un exemple typique de malicious behaviors. Alors, qu'est-ce qu'il veut faire un virus? Un virus, donc c'est quoi un virus? Un virus, c'est quoi la propriété essentielle d'un virus? C'est qu'il veut se répliquer partout, il veut se dupliquer partout. Et donc, il veut se copier partout. D'accord? Il veut infecter le plus d'ordinateurs possible. Alors, et pour ce faire, il y a plein de mécanismes qu'il peut utiliser. Et là, je vous montre un mécanisme qui est utilisé en particulier par un email worm qui s'appelle Avron. Donc là, c'est un bout de code réel qui est pris de l'email worm Avron. Alors, qu'est-ce qu'il fait cet email worm-là? Eh ben, il va appeler la fonction API getModelHandleA, donc ça s'appelle comme ça la fonction API, avec 0 comme paramètre. Donc, s'il fait ça, s'il appelle cette fonction-là avec 0 comme paramètre, cette fonction va lui retourner l'adresse de retour de son propre exécutable. Une fois qu'il a son adresse son adresse d'entrée de son propre exécutable, il va pouvoir l'utiliser pour se copier sur d'autres sites. D'accord? Alors, ce comportement-là, il est implémenté de cette façon-là dans l'email Avron. Alors, comment on fait? D'abord, on fait un move EAX0. Donc, ça va me faire, donc EAX, c'est un registre en assembleur, d'accord? Donc, qu'est-ce qu'il va nous faire? Cette instruction-là, elle va me mettre la valeur 0 dans le registre EAX. Ensuite, je vais faire un push EAX. Qu'est-ce que ça va me faire? Donc, ça va me pusher 0 dans la pile, donc j'aurai en tête de pile 0. Ensuite, je vais faire un call de getModelHandleA. Alors, en fait, en assembleur, le passage de paramètres se fait via la pile. C'est-à-dire ici, quand je fais un call à getModelHandleA, la fonction va aller regarder la pile pour aller chercher ses paramètres. Et donc ici, elle va trouver qu'il y a 0 en tête de pile. Donc ce bout de code-là, c'est équivalent à dire j'appelle getModelHandleA avec 0 avec 0 comme paramètre. D'accord? Donc voilà. Alors maintenant, la question principale, c'est comment décrire cette spécification-là pour pouvoir appliquer le model checking.
Alors, une des façons de faire, c'est d'utiliser ce qu'on appelle CTL, c'est-à-dire le Branching Time Temporal Logic. Alors, pour ceux qui sont pas familiers avec cette logique-là, c'est pas compliqué, je vous fais juste un tout petit rappel, d'accord? Un tout petit rappel, on a juste besoin d'un petit opérateur qui s'appelle EX, donc Exist Next. Alors ça veut dire quoi, Exist Next? Alors regardez la photo là en haut, le petit schéma. Donc là, supposons qu'il y ait, donc là ça montre un état, je suis dans un état, et après à partir de cet état-là, imaginons que j'ai 3 chemins possibles, celui-là, celui-là et celui-là. Et imaginons que le chemin sur le chemin bleu, l'état juste après, il satisfait une propriété ce qui s'appelle P, d'accord? Donc si c'est le cas, on dit que cet état-là, il satisfait exist next P. Pour dire quoi? Pour dire qu'il existe un chemin où P est vrai au prochain état. Donc ici, vous voyez bien qu'il existe un chemin, c'est-à-dire le chemin bleu où P est vrai au prochain état, d'accord? Et donc maintenant, comment spécifier ce comportement-là? En utilisant CTL, c'est très simple, il suffit de dire move EAX, j'ai un move EAX 0, suivi de un push EAX, suivi de un call de get module handle A. D'accord? Mais là, c'est pas robuste, vous voyez bien que ici j'ai utilisé EAX, mais j'aurais très bien pu utiliser un autre registre, par exemple EBX ou ECX ou n'importe. D'accord? Et donc là, pour que ça soit plus robuste cette formule, il faut que je fasse une disjonction sur tous les noms de tous les autres registres. Donc il faut rajouter ou un move EBX et dans le prochain état il y a un push EBX et dans le prochain état j'ai un call ou j'ai un move ECX, etc. Et vous avez une disjonction sur tous les autres registres. Et vous voyez bien qu'ici on obtient une très grosse formule. D'accord? Et alors comment faire pour contourner ce problème-là? Eh bien, il y a d'autres chercheurs donc il y a Helmut Pfeiffer et ses étudiants, ils ont étendu CTL avec des variables et des quantificateurs existentiels et universels. Et donc ça leur permettait de spécifier cette formule-là de manière compacte en une seule ligne pour dire il existe un registre R tel que j'ai un move R0 suivi d'un push R suivi d'un call à get module handle A. Très bien, sauf que cette logique-là, comme je vous avais dit, la pile est très importante pour le malware. Mais cette logique-là, elle ne permet pas de regarder la pile. Et d'ailleurs, si on prend ici ce même bout de code ici, imaginons que je rajoute un push EBX suivi d'un pop EBX. Vous voyez bien que je garde le même comportement, mais que ce bout de code n'est plus détectable par cette formule. D'accord? Et ici, je peux très bien rajouter 1 million de push EBX suivi par 1 million de pop EBX. Alors comment on fait pour rendre notre formule robuste? Alors pour ce faire, ce qu'on propose, c'est d'étendre cette logique par des prédicats sur la pile. Donc notre nouvelle logique s'appelle SCTPL, d'accord? Et elle permet de tenir compte de prédicats sur la pile. Alors là aussi, donc pour ceux qui ne connaissent pas CTL, donc on va avoir besoin d'un opérateur qui s'appelle EF, Exist in the Future, d'accord? Donc EFP, ça veut dire qu'il existe un chemin où P est vrai dans le futur, d'accord? Et donc en utilisant notre nouvelle logique, ce comportement malicieux-là, il va pouvoir être exprimé, décrit de manière très succincte par une seule ligne qui dit il existe dans le futur un call à get module handle A tel que, ça c'est un prédicat sur la pile qui dit la tête de pile est égale à 0. Donc là, vous voyez bien qu'en utilisant ça exprime tout, ça peut détecter ce bout de code, ça peut détecter c'est-à-dire même si je mets 1 million de push suivi d'1 million de pop, ça reste toujours détectable par cette formule-là et c'est donc la formule la plus robuste qu'on a trouvée pour décrire ce comportement-là. Voilà. Alors, je vais vous montrer maintenant comment on peut utiliser notre logique pour décrire certains comportements malicieux. Alors, le premier comportement que je vais considérer, c'est ce dont je vous ai parlé au début, c'est-à-dire les appels de procédure cachés. D'accord? Donc, comme je vous ai dit au début, les écrivains de virus, ils aiment bien cacher les calls qu'ils font aux fonctions, surtout aux appels API. Et donc là, ce bout de code-là, c'est un appel normal d'une fonction. Et ça, donc je vous avais dit ça au début, c'est que ça, c'est le code équivalent
de ce bout de code, mais où l'appel il est caché. Alors, voyons comment on peut utiliser notre logique pour exprimer, pour décrire ce call qui est caché. Alors, on peut utiliser cette formule-là. D'accord ? Alors, on va procéder étape par étape. Regardons d'abord cette partie-là de la formule. Alors ça, head stack égale L, ça veut dire que L est en tête de pile. Alors ici existe f, j'ai call f, c'est-à-dire il existe une fonction telle que j'ai un appel de fonction f, et dans tous les autres états suivants, j'ai que la tête de pile est L. Donc je vous rappelle ce que je vous avais dit, c'est que quand j'ai un appel de fonction, la première des choses à faire, c'est que je vais empiler l'adresse de retour, d'accord? Et donc, si j'ai donc à l'état suivant, c'est sûr l'adresse qui est en tête de pile, c'est l'adresse de retour. Et donc, ce bout de code-là, ce bout de formule veut dire que L, c'est l'adresse de retour d'une fonction f, d'accord? Et donc là, j'ai la négation de ça. J'ai la négation de ce bout de formule. Donc, ce bout-là veut dire que L, c'est pas une adresse de retour d'un appel de procédure. D'accord? Maintenant qu'on a compris ce bout de formule, je vais vous expliquer toute la formule. Donc, toute la formule veut dire que il existe une adresse telle qu'il existe un chemin où L n'est pas une adresse de retour à un appel de fonction jusqu'à ce que j'ai un return où L est en tête de pile. D'accord? Donc ça se dit que j'ai pas L ne correspond pas à une adresse de retour à un appel de fonction alors que j'ai un retour à ce L-là. Donc, que ça exprime qu'il y a un appel qui est caché. Alors, un autre comportement qui pourrait être malicieux, c'est les returns qui sont cachés. Pourquoi? Parce que aussi les écrivains de virus, ils pourraient très bien vouloir cacher les returns juste pour rendre l'analyse par les analyseurs statiques un peu plus difficile. Alors, ici, j'ai mis un call normal. Un return, il fait quoi un return? Il va juste popper la tête de pile et aller vers cette adresse-là. Et donc, on peut très bien remplacer un return par un pop EAX. Donc, il va juste popper la tête de pile et la mettre dans le registre EAX. Et après, un jump à EAX. D'accord? Et donc là, ce return qui est caché peut être exprimé par la formule suivante. Donc ici, pareil, ce bout de code-là, ce bout de formule. Donc, HS égale A ici, ça veut dire le head of the stack, c'est A. Donc, comme j'avais pas d'espace pour écrire, d'accord? Donc, comme tout à l'heure, ce bout de formule veut dire que A, c'est une adresse de retour pour l'appel de fonction f, d'accord? Et donc, toute la formule veut dire que A, c'est une adresse de retour à une fonction f, et alors qu'il n'y a aucun retour où A est en tête de pile. Donc ça veut dire qu'il y a aucun return où A est en tête de pile. Ça veut dire que il y a forcément un return qui est caché. Alors, dernier exemple, c'est ce qu'on appelle les appending viruses. Alors, c'est quoi un appending virus? Un appending virus, c'est un virus qui veut aller se copier à la fin d'un fichier. D'accord? Et donc, pour ce faire, la première chose qu'il doit faire, c'est déterminer son adresse en mémoire. D'accord? Pour pouvoir l'utiliser pour aller se copier. D'accord? Alors, comment il va faire? Il va utiliser ce très simple bout de code-là, en général. Comment on fait? Donc, ici, il va faire un call f, où f, c'est tout simplement un pop EAX. Alors, pourquoi? Parce que, comme je vous ai dit, si j'ai un call f, la première des choses à faire, c'est je vais pusher l'adresse de retour dans la pile. Donc, ici, je fais un call f, hop, je vais pusher A dans la tête de pile. Après, je vais sauter, je vais aller appeler f. Donc, je vais faire un pop EAX. Donc, dès que je fais le pop, je vais récupérer A dans EAX. Et A, c'est l'adresse que je cherche. D'accord? Et donc, ce comportement-là peut être exprimé par cette formule-là. Donc, comme avant, cette partie-là veut dire que A, c'est l'adresse de retour d'un appel de fonction. Et donc, toute la formule veut dire que A, c'est l'adresse de retour d'un appel de fonction, mais il ne faut pas avoir un pop tel que la tête de pile c'est A. D'accord? Pour être sûr qu'il n'y ait pas ce comportement-là. Voilà, donc je vous rappelle, notre but c'était d'appliquer le modèle checking pour la malware detection. Donc pour ce faire, il fallait trouver un bon modèle pour modéliser les codes binaires et un bon formalisme de spécification pour spécifier les malicious behaviors. Et donc pour récapituler ce que j'avais dit, c'est que
Pour ce faire, on va utiliser les automates à piles pour représenter le code binaire et on va utiliser notre logique STPL pour modéliser les malicious behaviors. Et donc, on a réduit le problème de savoir si un code binaire est malicieux ou pas au problème de checker, de vérifier si un automate à pile satisfait une certaine formule SCTPL ou pas. Et donc, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais on a proposé donc un algorithme qui, étant donné un automate à pile et une formule SCTPL, détermine si P satisfait phi ou pas. Donc, je ne rentre pas dans les détails techniques. Et donc, on a implémenté tout ça. Ça y est, on vient à l'implémenter. Donc, notre outil qui s'appelle POMAD prend en entrée un certain nombre de de comportements malicieux qui sont donc spécifiés par des formules SCTPL et il prend en entrée un code binaire. Et donc on utilise les deux outils IDAPRO et JAXTAB qui sont des assembleurs pour générer le control flow graph équivalent au code binaire. Ensuite, on utilise notre translateur qui va générer à partir du control flow graph un automate à pile. Et ensuite, donc, notre outil de model checking qui va déterminer si l'automate à pile satisfait un des comportements malicieux, c'est-à-dire une des formules SCTPL qu'on lui a données. Si c'est oui, on dit attention, le programme peut être malicieux. Sinon, on dit le programme est safe. Et donc, notre outil, comme je vous avais dit, POMAD, il était capable de détecter plus de 800 virus. Nous avons aussi vérifié 400 vrais programmes bénins qui sont écrits qui sont pris de Windows XP System. Donc ces programmes-là, on a pu montrer qu'ils étaient bénins, à part 3 false positives. Notre outil a aussi été capable de détecter 200 nouveaux malwares qui sont générés par deux générateurs de malware qui sont assez sophistiqués. Et il a permis aussi d'analyser le malware Flame qui est resté indétectable pendant 5 ans. Par un antivirus. Et donc on voulait comparer justement notre outil POMAD aux antivirus qui sont utilisés, que vous avez sur vos ordinateurs. Alors pour ce faire, comme je vous avais dit, dès qu'un nouveau virus sort, dès qu'un virus est connu, ça y est, tous les antivirus maintenant ils le détectent parce qu'ils vont updater, ils vont mettre à jour leur base de données pour insérer la signature de ce nouveau virus dans leur database. D'accord ? Et donc pour avoir donc on est sûr que si on compare notre outil avec les autres antivirus en utilisant les virus existants, ils vont tous les trouver. Et donc pour avoir une comparaison qui est juste, il fallait comparer sur des nouveaux malwares. Et donc pour ce faire, on a utilisé deux générateurs de malware, l'un qui s'appelle NGVCK et l'autre VCL32, et donc on a généré 200 nouveaux malwares, d'accord, qui sont connus comme étant le best, les meilleurs générateurs de malware qui peuvent exister et qui permettent aussi de générer des malwares complexes. Et donc comme vous pouvez voir ici, notre outil a permis de détecter tous les 200 nouveaux malwares qu'on a générés. Donc ici, on a généré 100 nouveaux malwares par l'outil NGVCK et 100 nouveaux malwares par l'outil VCL32. Donc notre outil a permis de détecter tous, alors que vraiment aucun des antivirus connus que vous utilisez tous les jours n'a permis de détecter tous les virus. Il y en a même qui ont détecté 0, voilà, comme Avira, comme F-Secure, comme Panda, comme Transmicro. Norton aussi, là, c'est pas très fort. Donc, voyez, McAfee aussi, il n'a pas fait il n'a pas été très robuste pour les virus générés par VCL32. Voilà. Et voilà, on a aussi pu, comme je vous l'ai dit, détecter le malware Flame qui était resté 5 ans sans être détecté. Voilà. Voilà, j'ai fini. Là, c'est juste pour conclure. Donc, on a introduit une nouvelle logique qui permet de spécifier de manière robuste et précise les comportements malicieux. On a proposé des algorithmes de model checking efficaces pour SCTPL, pour les automates à piles. On a implémenté nos techniques dans un outil pour la malware detection qui s'appelle POMAD, qui a vraiment été utilisé et a permis de détecter plus de 800 malwares. Voilà, merci.